des classes, mais c'est eux qui assassinent l'avenir pédagogique de nos frères, en fait. Et surtout les conditions de travail. Mais quand c'est comme ça, qui sont-ils responsables? Est-ce que ce sont les formateurs? Non, mais attendez. Mais ça, nous sommes en train de parler. Au lieu de nous attaquer aux conséquences, attaquons-nous d'abord aux causes. Si les élèves sont mauvais, quelque part, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de bons enseignants. S'ils n'ont pas eu de bons enseignants, c'est parce que les enseignants qui sont rentrés dans ces institutions de formation, dès le départ, étaient de mauvais étudiants, en fait. Donc, pour moi, le calcul, il est très simple. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup d'étudiants sortant des zéniths. Dieu seul sait, quand les gens souvent ouvrent la bouche. Vous avez honte de dire d'ailleurs que ce sont des enseignants. Vous attendez à quelle formation de la part de cet enseignant-là qui est si mal formé. D'où la nécessité de revaloriser les conditions de travail. Est-ce que c'est la question de formation? Non, on est trop fondamentalement des formateurs. D'où la nécessité de créer une certaine attractivité au niveau de ces deux institutions-là. Le mot attractivité. Attractivité. Surtout. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants fuient ces institutions. Parce que personne aujourd'hui ne veut enseigner. Ça, c'est un élément. Pourquoi ne pas permettre aux étudiants sortant de ces institutions d'intégrer automatiquement à la fonction publique après des stages, disons, à l'intérieur du pays, cela se fait ailleurs? Je pense que si on permettait aux étudiants sortant des zéniths et de l'ISEG d'intégrer directement la fonction publique après 6 mois de formation. Moi je pense qu'il y a un bon programme à ce niveau-là. Il faut juste avoir une petite bonne foi. Non, beaucoup de bons étudiants, Mohamed Ali, beaucoup de bons étudiants accepteraient de s'orienter dans ces institutions-là. Mais ça va venir. Ça va venir. Il y a quand même 91% des candidats qui ont échoué cette année. Moi, je vois encore un manque de coordination entre les 3 départements parce que je suis sûr que si le ministère de l'enseignement supérieur parlait avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire, qui parlait avec le ministère de l'enseignement technique, toutes ces incompréhensions-là n'allaient pas arriver à un tel degré. Mais chacun a son programme, élabore ses critères, n'informe pas l'autre. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire se dit, moi, mon rôle, c'est de former les candidats jusqu'au baccalauréat. Après le bac, c'est fini. L'enseignement supérieur, vous vous occupez d'eux. L'enseignement supérieur dit, moi, pour entrer dans mes institutions d'enseignement supérieur ici, je fixe mes conditions en réalité. Si tu ne les remplis pas, tu n'entres pas. Ne prennent aucunement les conditions dans lesquelles les élèves ont été évalués. Et les élèves ont étudié durant les 13 années qu'a duré leur cycle depuis le primaire. L'enseignement technique et puis il faut faire remarquer d'où la nécessité d'avoir un seul département. Les orientations ne sont pas faites en fonction des notes par matière, mais sont faites en fonction des moyennes générales. Ce qui pose encore un problème en fait. Vous orientez quelqu'un, par exemple, quelqu'un veut aller en médecine, mais il a de très mauvaises notes en biologie, même si la moyenne générale peut-être est bonne. Vous avez vu tout de suite, par exemple, que la biologie n'apparaissait pas. C'est un bon mathématicien, c'est un bon physicien, mais c'est un très mauvais biologiste en fait. Vous l'envoyez en sciences médicales. Forcément, il y a problème, par exemple. Ils ont passé de 19 minutes. Il y a un pan que la ministre a évoqué également, qui mériterait qu'on s'attarde là-dessus un tout petit peu. Ce sont les universités qui recrutent les non-bacheliers. Moi, je vois un peu, en plus des institutions d'enseignement supérieur public, mais les universités privées qui sont en train de mourir à petit feu, Odilon. Oui, mais c'est un constat qui est connu de tous. Mais sauf que dans cette communication, elle met plus l'accent sur les privés, d'autant plus qu'elle avait... Comme si c'était les privés qui étaient les premiers responsables. Elle avait fait un courrier, il y a un courrier du ministère qui était apparu il y a quelques jours, dans lequel il était dit expressement de cette interdiction d'inscription, autant dans les publics que dans les privés. Donc, pour revenir à ce sujet, c'est un constat, c'est réel. Voilà. Mais pour ce qui est des privés, parce que les publics, là, l'État oriente, l'inscription des non-bacheliers dans ces publics relève d'une fraude bien organisée. Voilà, au niveau des publics. Mais au niveau des privés, l'État a accepté que des personnes privées créent des universités. Et en les garantissant une sorte d'accompagnement. Ça, c'est une nécessité. Et depuis, je crois, 2018, on a arrêté d'orienter des bacheliers dans les universités privées. Bien qu'à côté de ces orientations-là, il y avait également des fraudes, il faut se le dire vrai, qui étaient organisées dans ces privés. Moi,
je sais un peu de quoi je parle. Oui. Il y a des cadres, il y a certains cadres du ministère de l'Enseignement supérieur qui étaient des mèches avec certaines universités privées. Non, mais ils étaient même propriétaires d'universités privées, les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur. Chacun avait un bâtiment de l'autre côté qu'on a pris en location. Je parle de ce que je sais. Et puis il a appelé l'université telle. Je parle de ce que je sais. L'université Obama. Des cadres qui étaient des mèches. Vous vous souvenez même de l'université qui avait été fermée à l'époque, Alassane Dramane Ouattara. Oui, justement. Une université qui n'avait pas d'agrément du tout. Oui. Ça va faire couler beaucoup d'encre de salive. Donc depuis 2018, il n'y a plus d'orientation. On se demande comment ces universités-là vont survivre. Ces universités privées vont survivre. Donc je crois qu'à un moment donné, ils sont inscrits dans cette logique d'inscription de non-bacheliers. De non-bacheliers. Oui. Et aujourd'hui, c'est Madame la ministre qui prend cette décision-là. C'est bon. La décision en elle-même. On va poursuivre toute université. La décision en elle-même, elle est bonne. Mais quelles autres mesures sont prises pour accompagner ces universités privées aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'inscrire dans une politique d'affaissement ou de disparition ou de disparition intégrale des universités privées? C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Donc c'est la grande inquiétude. Il faut rappeler d'ailleurs que dans ces universités privées, il y a des Guinéens qui y sont employés au sein de l'administration. Il y a des Guinéens qui y travaillent en tant que vacataires. Alors quand elles sont fermées, ce sont des emplois qui vont... Non, au-delà du fait que ce soit les emplois qui se perdent dans la fermeture de ces universités privées, mais quand vous prenez les résultats de l'ANAC, par exemple, M. Valli, les universités privées se sont distinguées. Un élément très important que vous rappelez. L'ANAC est une institution de l'État pour contrôler